Initialement, lorsque ce programme de colloque a été monté, je devais prendre la suite d'Arnaud de Saint-Jouan, qui devait communiquer sur la cathédrale Saint-Gatien. Alors, en bon successeur fidèle, je me suis dit, nous allons d'abord laisser parler le maître afin de prendre la suite. Malheureusement, Arnaud de Saint-Jouan nous fait défection. Donc, je vais, comme j'ai toujours de la réserve dans mes disques durs externes, je reprends un vieux PowerPoint pas tellement achevé, qui m'a servi pour un cours, pour commencer à vous donner quelques éléments de réflexion sur Saint-Gatien, avant de passer à ma présentation dans le gras du sujet. Ce travail nous a été commandé en 2010. Je suis en train de chercher là. Voilà. Excusez-moi, c'était fait pour un cours, donc c'est un peu cataplasmique. Il s'agissait, pour Arnaud de Saint-Jouan, de diriger la campagne de restauration de l'ensemble de la cathédrale, et il était arrivé au transept de la cathédrale de Tours, dont le croisillon nord s'orne d'une rose assez étonnante et posant beaucoup de problèmes techniques. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis trouvé, par contrainte professionnelle, des fois vive les contraintes professionnelles, finalement, je me suis trouvé envoyé sur ce chantier. Alors j'ai surpris tout le monde, parce que lorsque ma collègue de l'administration m'a dit « Marc, ça te dit quelque chose, le transept, la rose nord de la cathédrale de Tours ?» Alors j'ai dit « Ah oui, la rose moche ?» Bon, pourquoi tu dis ça ? Tu vas voir. Et effectivement, la rose moche, oui, non, elle est vraiment très belle et très intéressante. Alors, c'est une structure qu'il fallait restaurer, et je passe ça tout de suite en vitesse pour vous montrer quelques éléments sur la cathédrale de Tours. C'est une cathédrale qui mérite une très belle, grosse monographie, plus important que ce qui en hésite. Pour la métropole de la seconde lyonnaise, elle est un peu curieuse tout de même, parce qu'il y a à la fois un parti pris de modernité extraordinaire dans le chœur, qu'on peut comparer un petit peu à celui de Tournai, et il y a des éléments d'archaïsme total dans la façade et dans le traitement de la nef. En gros, qu'est-ce que ce plan nous apporte ? Nous avons en noir, sur la gauche, vers l'ouest, nous avons le massif occidental reconstruit dans le courant du XIIe siècle. Un beau massif occidental que vous ne voyez pas aujourd'hui quand vous abordez Saint-Gatien, puisqu'il est masqué et recouvert par la façade gothique flamboyante que vous connaissez. Et les tours sont coiffées pareillement de choses beaucoup plus considérables en hauteur. Mais cette partie-là ne nous intéresse pas dans notre propos. Lorsqu'il s'est agi d'agrandir l'église antérieure et de la doter d'un chœur au milieu du XIIIe siècle, les constructeurs sont partis sur un parti pris ambitieux, beaucoup plus large que l'église précédente, et qui normalement aurait dû entraîner la démolition de tout le massif occidental. Lorsque le chœur a été achevé vers, excusez-moi, je donne les dates à la louche, je crois que ça doit être 1255, mettons, peu importe, on s'est avisé d'un seul coup que la jolie façade, on allait la garder. Donc comment faire ? Eh bien, ils sont passés à la deuxième stade de réalisation, la construction d'un croisillon, d'un plan nord et d'un croisillon sud, un transept assez bâtard, réincluant des éléments de l'église antérieure, ce que vous avez en noir au sud, et avec tous les éléments verts que vous voyez. Alors vous voyez avec une croisée du transept très curieuse, de plan trapézoïdal, passant à un plan beaucoup plus étroit, qui est celui de la nef. Et puis là, on a dû construire, je crois que ce sont les 2 premières ou 3 premières travées de la nef, je ne sais plus, et ce que le plan n'annonce pas. Donc le transept a été construit dans les années 1266, soit 1270.
Je passe sur les détails des dendros, tout ça est bien connu. Et puis on a dans la foulée les 2 premières travées de la nef. Et puis là, vous avez 100 ans d'interruption. 100 ans d'interruption et reprise après l'achèvement, après la guerre de 100 ans. Vous avez une reprise, mais vraiment une interruption qui a duré très longtemps. Ça ne se voit pas, ça se voit que par des détails stylistiques. Les matériaux sont quasiment les mêmes, et ça se voit dans la charpente que nous avons regardée avec Frédéric Epau. Et là, la charpente elle-même mériterait une belle étude et une présentation, parce que vous avez la césure entre les 2 campagnes de travaux, avec 20 cm d'interface entre les 2 charpentes, et ça ne se voit pas à l'extérieur. Bon, voilà, quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est le croisillon nord, celui que vous voyez figuré en haut du dessin, avec des curieux contreforts en travers. Et je voulais vous montrer, bon là, voilà, vous avez un peu d'androchronologie, voilà. Je voulais vous montrer l'allure de l'ensemble. Pourquoi je dis la rose moche? Eh bien, parce qu'il s'agit d'une rose inscrite dans un carré. Et c'est tout le détail de ma présentation et de ma réflexion. Je ne vais pas tellement rentrer dans les détails techniques, les détails de contraintes et tout. D'ailleurs, je n'ai pas tout à fait tous les dessins. Vous savez ce que c'est qu'un chantier. On vous passe une commande, vous faites le chantier, il n'y a pas beaucoup de jours, vous rendez votre rapport, et puis après, la publication attendra. Les dessins honnêtes finaux, on n'a jamais le temps de les faire. Je me suis rendu compte très rapidement, j'en avais déjà quelques idées avant, qu'il y a un modèle architectural non décrit. Je vous explique. J'ai ouvert en rentrant mon gros Alain Erland Brandebourg illustré. Regardez ce que le maître raconte. J'ai regardé les autres aussi. Ah ça, vous avez toute l'évolution stylistique des roses gothiques. Ça remplit les bouquins. Les palmettes, les 12 palmettes et tout ça. Mais ça va. Tout le monde est très savant. Mais personne ne décrit ça. Pourquoi? Parce que nous faisons un drôle de métier tout de même. Et nous en parlions encore autour de ce colloque, encore hier soir. Nous faisons de l'intermodalité sans arrêt, de l'interdisciplinaire, du transdisciplinaire. Nous sommes dans un monde où l'historien de l'art se moque éperdument de ce que raconte l'archéologue, de ce que le praticien des monuments, quelquefois... Ceux qui sont très ouverts sont dans cette salle, mais j'en connais d'autres qui sont quand même quelquefois un peu obtus sur nos découvertes, avec qui il a fallu se friter un petit peu de temps en temps pour obtenir quelque chose. Bref, ça vous donne ça. Vous avez un modèle architectural très intéressant que je ne trouve pas dans les manuels. Alors je me suis intéressé à ça. Du coup, et voilà, quelques photos pour vous montrer Saint-Gatien-de-Tours. Je vais vous montrer quelques éléments sur les matériaux. C'est la belle pierre de Saint-Avertin, qui est un calcaire du Turonien. Donc à la différence de nos belles cathédrales en craie, les matériaux sont assez divers et permettent une bonne identification, une localisation, et permettent d'établir des phasages. Et c'est ce qui est intéressant. Voilà, le calcaire à Citerea uniformis, les carrières de l'Écorcheveau à l'est de Tours, à Saint-Avertin. C'est une pierre magnifique qui se reconnaît bien, qui est caractéristique du Moyen-Âge à Tours. Et elle disparaît à la Renaissance et au temps moderne, vous n'en avez plus. Et voilà, donc nous étions dans ce chantier de grande hauteur. Je vous montre quelques aspects de ce que nous avons regardé. Et je ferme ce PowerPoint pour passer à l'autre. Voilà, donc je vous passe le panégyrique du père Marc Viré. Et donc, l'occurrence d'un chantier. Alors, le chantier de la restauration du croisillon sud de Tours, j'ai oublié le détail, mais à la louche, c'est 14 mois de chantier. En 2010, quelque chose de considérable, de long, avec la pose d'un programme vitré nouveau. Le résultat est confondant, c'est magnifique. Mais là-dessus, la prescription a été faite, très curieusement, non pas par le service régional de l'archéologie, mais par la conservation régionale des monuments historiques. Donc, il a un peu tiré le monde de l'archéologie par l'oreille en disant, écoutez, ce serait bien que les archéologues viennent voir. Bon, très bien. On nous a donné 13 jours sur 14 mois. Vous passez le premier jour en réunion de chantier. Il vous reste 12 jours. À 2, ça nous fait 6 séances dans l'année. Bonjour les journées TGV. Le TGV du 7h du matin, le retour le soir. Il fallait
fallait riper des galoches, hein, quand on disait dans notre enfance, fallait faire vite, mais essayer de faire le maximum de choses pour comprendre. Voilà, nous avons fait ça à deux. Je cite mon excellent collègue Simon Briand, que vous voyez de temps en temps à la télévision, c'est l'homme de Chambord, du château des Fouilles à Chambord. Voilà. Donc, un chantier, pour une fois, nous n'étions pas, comme disait un architecte en chef des monuments historiques dans les entretiens du patrimoine, à qui j'ai tiré l'oreille pour cette réflexion, l'archéologue, le misérable crapaud qui se complaît dans la boue du chantier et qui ne lève pas les yeux vers le chapiteau, qui le contemple de tous ces siècles passés. Je lui ai dit, tu n'aurais pas dû écrire ça. Bon. Et pour changer, ben voilà, il fallait faire de la hauteur. Un archéologue, ça se balade aussi dans un ascenseur. Excusez-moi, mais des fois les colloques, c'est les bonnes occasions pour régler un peu des comptes. Hein, des fois, ça comprend. Voilà. Pourquoi ? Parce que justement, qu'est-ce que j'essaye de retrouver derrière tout ça ? J'essaye de retrouver de l'âme et ce qui fait l'humain. Pourquoi on fait des choix et des projets architecturaux ? Alors, oui, ça je vous laisse. Je vous avais prévu de vous parler des matériaux, mais je ne vous en parle pas. Voilà en quoi consiste notre rose. Et je ne dis pas une rosace. Hein. Une rosace, excusez-moi, c'est un élément de décor. La fenêtre ronde circulaire, c'est une rose. Mais mélangeons pas les mots. D'habitude, on a cet élément circulaire, et là, eh bien, avec des écoinçons autour, on verra Notre-Dame de Paris tout à l'heure, nous avons les 4 écoinçons qui sont ouverts de manière à laisser passer de la lumière. Et la traditionnelle claire-voie en bas, comme les modèles classiques. Le système repose sur un dédoublement de parois. Vous avez à l'intérieur, je vais tenter, c'était pas facile de le montrer, on verra avec la cathédrale de Troyes comment ça se comporte, dédoublement des structures, vous avez un arc doubleau qui, au lieu d'encadrer la rose, comme à Notre-Dame de Paris ou à Chartres, est en arrière d'environ 50 cm ou 60 cm. C'est pas très large, hein ? Et cet arc doubleau termine la voûte du croisillon, mais ne concerne pas l'encadrement de la rose. La rose est libre dans un espèce d'appareillage carré. Et au-dessus, vous allez me dire, le tympan, le pignon. Eh bien, le pignon, il ne repose pas sur la rose. Il repose sur l'arcade intérieure, le doubleau détaché sur l'intérieur qui termine la voûte. Ingénieux comme système. Pas mal. Pas mal. Cependant, vous voyez déjà un peu d'après le dessin, donc je vous passe les histoires de matériaux, hein, tout ce qui est en vert, c'est la pierre de Saint-Avertin, le calcaire acitera uniformis. Vous remarquez un choix raisonné pour la claire-voie, un choix assez bizarre pour la rose. Je vous laisse tout ce qui est en bleu, ce sont les restaurations du XIXe siècle faites en pierre la pierre du tercé normandou, la pierre du seuil du Poitou. Et dans les rayons et tout, finalement, il n'y avait pas trop de règles. Il n'y avait pas trop de règles dans ce qu'on a pu observer des matériaux d'origine, dans les choix des matériaux. Mais voilà que, pour compléter le carré, ils ont ajouté, ce qui apparaît uniformément en jaune clair, 2 assises de craie turonienne blanche, avec des crochets et une balustrade au-dessus, en se disant, probablement, bah oui, mais c'est bon, ça c'est léger, c'est pas un pignon, ça va tenir. Ben non, ça n'a pas tenu. Et c'est là que c'est intéressant. Donc voilà, la structure, vous l'avez en haut de l'échafaudage. À droite, vous avez la rose avec ses remplages. Les vitraux ont été déposés. Vous avez l'espace carré et la grande arcade. Ça, c'est le signe structurel constitutif d'une rose carrée. S'il n'y a pas, ce n'est pas une rose carrée. Il faut qu'il y ait ça. Et ça va nous servir d'élément de réflexion pour en retrouver d'autres. Parce que je me suis mis à travailler sur la question et j'en ai trouvé plein. Dans la partie basse, je vous laisse parce qu'il y a les histoires de prise avec les fers, tout l'aspect métallurgique était tout à fait intéressant aussi. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Le constat. Alors malgré le gros pilier central, nous avons fait le relevé avec Simon de l'œil central par les mesures sur les côtés, en reconstituant les blocs, et regardez le dessin à droite. En bleu, la position d'origine avec les 4 écoinçons, les 4 quarts de cercle,
et en rouge le résultat final. Alors comme vous le voyez sur la photo, on va le voir sur une autre photographie après, les rayons des 16 pétales de la rose sont posés, alors avec des crampons, avec des goujons en plomb et en métal, hein, tout ça c'est fondu, c'est très bien assemblé. On s'est intéressé aussi au goujonnage, on s'est intéressé à tout ça. Et eh bien, vous imaginez, regardez le changement de proportion de l'œil central. Aïe, aïe, aïe. Quand ça s'est mis, quand tout ça est rentré en tension et que petit à petit le vitrail central s'est écrasé, on imagine la frayeur de tout le monde, de messieurs les chanoines, messieurs du chapitre et de l'archevêque, rentrant un matin dans la cathédrale et trouvant les morceaux de la Vierge à l'enfant qui devait être au milieu de la rose. Problème, qu'est-ce qu'on fait? Donc l'écrasement de l'œil central, ce n'est pas tout, mais, excusez-moi, je n'ai pas le beau dessin pour vous le montrer, mais c'est facile, c'est comme une roue de vélo. Tous les rayons verticaux ou subverticaux donc, ont appuyé sur l'œil central, ils l'ont déformé, mais cet œil central a repoussé les rayons horizontaux ou subhorizontaux, écartant les deux massifs latéraux. Donc là, on était proche de l'effondrement. Et vous en avez, alors on voit d'abord les traces de réparation dans toutes les zones qui se sont ouvertes. Regardez les réparations au plomb à droite, dans une des palmettes d'une des petites roses des coinçons. Et à gauche, vous avez les zones qui sont entrées en surécartement. Alors on a été tout gratté de près, on a passé beaucoup de temps à enlever les ciments pour tout gratter et retrouver les plombs. Et vous avez deux catégories de plombs. Vous avez le plomb d'origine qui est un plomb gris clair et le plomb de complément qui est un plomb gris foncé. Et à chaque fois, on a regardé tous les scellements et toutes les réparations étaient faites, c'était la marque de la réparation, elles étaient faites avec ce plomb gris foncé. Et on voit il a fallu vraiment rééchafauder cette partie-là et lourdement réintervenir dessus. Ce qui s'est passé aussi, c'est la déformation de tout ça, les défauts d'alignement des rayons. Ce n'est pas très clair sur la photographie de gauche, mais tous les rayons étaient en même temps légèrement brisés, parce qu'effectivement, repoussant les deux murs latéraux, ils n'étaient pas non plus, vu la masse des murs latéraux, ils n'étaient pas non plus assez costauds pour résister presque à la contre-poussée de ces murs. Donc tout ça est rentré en tension, tous ces rayons se sont tordus. Regardez les effets sur l'œil à droite, donc on a été très, très, très soucieux de nettoyer les scellements au plomb pour voir vraiment les décollements, les étirements qui se sont faits à l'intérieur. Vous les voyez dans le rayon qui est en deuxième plan derrière, c'est assez impressionnant. En même temps, la charge des assises supérieures qui a pesé, a provoqué cet écrasement, une fois le mouvement parti, mais les assises ne sont pas totalement descendues. Paradoxalement, les pierres coincées les unes contre les autres par les joints verticaux, ce sont les joints horizontaux qui se sont ouverts. Et alors là, vous avez reprise à l'intérieur, vous voyez, il y a reprise d'une première couche de mortier au-dessus, puis une deuxième couche de mortier rose plus fin en dessous. Donc, vous voyez, il a fallu intervenir de multiples endroits. Donc, déjà, ça, c'est le détail de tout ce que je viens de vous dire. Les remèdes. Eh bien, les remèdes, il y a eu deux types d'interventions dont on n'a pas pu définir si elles ont été contemporaines l'une sur l'autre ou l'une après l'autre. Impossible d'arriver à une conclusion. Les deux grands fers et l'os, le montant central. Alors là, on n'a pas pu compléter. Moi, j'avais demandé quand même à dire, ça serait intéressant qu'on analyse ces fers de près. Je pense à Maxime Lhéritier, qui a été vraiment heureux de pouvoir travailler là-dessus, et parce que vous avez quand même des fers avec des boulonnages. Donc, ça ne me paraît pas tellement médiéval, ça. Et je n'en ai pas réussi à expliquer l'histoire de la pierre blanche en turonien clair dans le pilier central. On a cherché à voir si les fers avaient été remis après coup en passant à l'intérieur du pilier. Dans le détail, et j'aurais aimé interroger Arnaud de Saint-Jouan sur la question pour voir, parce que je n'ai pas pu assister aux phases de démontage de tous ces éléments pour voir ce qui se passait, et j'aurais bien aimé l'interroger là-dessus pour avoir un petit peu la clé de l'énigme. Peu importe. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ce qu'ils ont fait après. Les enseignements de l'échec.
Eh bien, le même programme devait être appliqué à la rose sud du côté de l'archevêché, que vous pouvez contempler depuis le musée, aujourd'hui ancien archevêché. Et visiblement, regardez les massifs que vous avez sur le contrefort gauche, on le voit, on voit les joints, si j'arrive à trouver le petit point pour éclairer, voilà, c'est ça. Vous avez quelques joints verticaux qui sont bien lisibles ici, qui montrent que vous aviez vraiment la réserve pour installer une rose carrée. Alors ils ont pris un autre parti. C'est aussi une rose à 16 palmettes, c'est quasiment la même, mais dans un très curieux losange, incurvé, avec un œil beaucoup plus petit, parce que là, ils ont eu très peur. Hein. Alors, si ça s'écrase, il faut que l'œil soit plus petit, il ne faut pas que ça pète là. Et puis un parti un peu original de la galerie, mais avec ses lancettes surélevées. C'est un mode de rose assez original, je ne connais que cet exemple-là, un parti pris, pour, au pied levé, faire une nouvelle solution. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Regardez bien, donc c'est en plus un bel endroit, c'est l'endroit où se trouve l'orgue. Regardez bien, derrière le grand orgue, vous avez la double structure qui est bien visible, mais là, on n'a pas ménagé de structure carrée, on a comblé l'espace par une voûte très simple en berceau. Mais vous avez l'espace double, donc c'est bien la marque qu'ils avaient prévu une rose carrée de ce côté-là. Ce qui m'intéresse, c'est la place là-dedans et qui est à l'origine du modèle. En marche vers un modèle parfait. Pour moi, à mon sens, sans remonter loin dans l'histoire des roses, je pars, en bon parisien, excusez-moi, je pars de la cathédrale que je préfère, Notre-Dame de Paris, je ne suis pas seul dans la salle. La rose nord de Paris constitue pour moi le chef-d'œuvre absolu de notre cathédrale. C'est une rose qui est authentique à 95%. Bon, j'ai un mouton ne me désavouera pas là-dessus. Je crois que c'est une rose qui est très complète. Il y a peu de restauration dessus, tant dans la vitrerie que dans la maçonnerie. À la différence de la rose sud, qui, elle, a été réparée du temps du cardinal de Noailles, au XVIIIe siècle, et a à nouveau été entièrement reprise par Eugène Viollet-le-Duc. Donc on laisse de côté la rose sud, on regarde la rose nord. Cette rose, c'est une histoire à 3 personnes. C'est pour moi une pensée commune entre Guillaume d'Auvergne, l'évêque de Paris, Jean de Chelles, qui est le maître des œuvres du roi et de la cathédrale, et tout ça ayant en arrière-plan la personnalité très forte de Saint-Louis, bien entendu. Quand on regarde cette rose, on a envie de dire, mais oui, il faut la regarder à l'extérieur pour comprendre. Je vous ai quand même mis la photographie de la rose sud avant les travaux de Viollet-le-Duc, pour vous montrer que même sur une rose avec un arc en plein cintre, il y avait des dégâts quand même sur les clés de voûte qui n'allaient pas. Mais regardez le dessin de la rose nord en haut à droite. Regardez, on y est dans le carré. On est dans le carré, cette rose parfaitement circulaire et parfaitement lisible à l'extérieur, dans un très beau carré avec ses 4 écoinçons. Et on a envie de dire que, une fois ce travail terminé, on a envie de dire Guillaume d'Auvergne demandant, peut-être Saint-Louis demandant à Jean de Chelles, vous pouvez nous faire la même, mais entièrement vide, avec de la lumière partout. Ce qu'on peut lire à l'extérieur ne le lit pas à l'intérieur. Donc on a l'impression d'un pari d'entrepreneurs, un pari d'architectes, de gens de l'art qui discutent. Je vous ai mis la photographie à l'intérieur pour vous montrer que, vous voyez, il y a la travée supplémentaire pour augmenter le croisillon, et là, il n'y a pas de structure dédoublée, hein, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. Il nous faut faire un petit tour dans la pensée médiévale. Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris de 1228, de la mort de Louis VIII le Lion, le père de Saint-Louis, donc au moment de l'avènement de Saint-Louis, mort en 1249, un an après l'achèvement de la Sainte-Chapelle, célèbre théologien, auteur de sermons, de traités, etc., etc. C'est la pensée médiévale de l'université de Paris dans toute sa splendeur. La symbolique du cercle, elle est bien connue tout de même dans les roses. Le cercle, c'est l'image parfaite, la figure parfaite. C'est l'image pour représenter la divinité. C'est l'image qui représente Dieu. Le cercle tourne sur lui-même dans un mouvement infini. C'est l'infini, c'est l'infini, c'est Dieu. Le carré, autre symbole parfait
combien de modèles de nos façades gothiques construites sur le mode carré. On a parlé de Saint-Étienne de Caen tout à l'heure, ce sont 2 carrés superposés, magnifique. Mais c'est une autre figure parfaite, mais c'est une figure qui ne tourne pas sur elle-même. Hein, essayez de faire rouler un dé complètement cubique, vous allez voir. Complètement carré, vous n'y arrivez pas. C'est le monde, c'est légèrement en dessous Dieu, c'est le monde de la création. Voilà, tout est égal et parfait, mais le carré ne tourne pas sur lui-même, c'est le monde fini. Et donc, dans mon idée, je pense dans celle de Guillaume d'Auvergne, associer cercle et carré, cela veut dire Dieu a créé le monde, création de Dieu, le Père, et en même temps l'incarnation, le Fils de Dieu le Père, Jésus, le Christ, fait homme, incarné sur la terre. C'est cela que ça signifie, et quand vous lisez les sermons de Guillaume d'Auvergne, ce que je ne vous assènerai pas ici, même si nous sommes dans un séminaire, c'est ça qui ressort. Et c'est quelqu'un qui, dans ses sermons, utilisait sans arrêt des images claires, des images pour parler au peuple. Et je me suis dit que Guillaume d'Auvergne est l'homme qui pense, qui théorise ces systèmes de la rose carrée. Des exemples debout. Troyes, la cathédrale de Troyes, la rose nord, encore en place. Et vous voyez, elle aussi consolidée avec un épi ajouté au milieu. Et regardez à droite, vous avez l'espace entre le panneau carré et superbe, hein, superbe, le côté nord de Troyes, superbe, et l'arcade dédoublée. Clermont-Ferrand, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, excusez-moi, je n'ai pas de photo récente, pareil, superbe cathédrale carrée, dont on pourrait vous faire la même histoire. L'évêque fondateur de Clermont, Bruno Philippe, nous dirait ça beaucoup mieux que moi, proche de Saint-Louis. Et à chaque fois, on est chez des personnalités, des gens qui sont proches de la cour, qui sont proches de cette pensée théologique. Même modèle. Alors celles-là, elles ont très bien tenu. Viollet-le-Duc qui a rajouté des arcades en hauteur au-dessus, on le voit sur la photo en haut, mais en plus, vous avez les 2 tours de croisée qui coincent bien tout ça, ça tient. Tant d'autres, je n'ai pas mis les photos des autres parce qu'il y a la cathédrale de C qui est un exemple magnifique. J'en ai trouvé des toutes petites. Celle de la collégiale de Saint-Fargeau, dans Lyon, toute petite, avec une rose carrée minuscule. Et l'abbaye Saint-Denis, on en a reparlé encore hier, oui, il y en a, mais elles sont plus visibles. Elles sont tellement modifiées qu'on ne les voit plus. Et celle qu'on perçoit encore le mieux, c'est celle du côté des bâtiments abbatiaux. C'est la rose sud de Saint-Denis, encore en attente de travaux, mais qui est sur la conception rose carrée, avec la structure de dédoublement dans laquelle vous avez mis vos structures en bois pour la consolider, ça tombe bien. Voilà. Et ma surprise a été Westminster. La rose sud de Westminster est une rose carrée exactement identique aux nôtres. Et voilà. Bon. Les exemples disparus. La priorale de Poissy, l'abbaye de Marmoutier, à côté de Tours aussi, le croisillon sud possède la même rose qu'à la cathédrale de Tours. Et regardez les dessins de la priorale de Poissy, relevés par l'agence de Jules Hardouin-Mansart, dans les années 1710, me semble-t-il. Cette rose avait de graves dégâts, parce qu'elle aussi, elle devait avoir des problèmes de pression, et il a fallu faire des travaux dessus, je crois même peut-être la démolir et la reconstruire. Et on a ce relevé de l'agence Mansart, qui est magnifique, qui nous montre un modèle, et vous voyez toujours le modèle parfait à 16 palmettes, la même chose qu'à la cathédrale de Tours. Donc on est en train de se dire qu'il y a un modèle. Il y a un modèle d'origine. Mais où est ce modèle? Ah oui, les échecs et les abandons, oui. Je n'ai pas retrouvé la photo en montant le PowerPoint, mais la cathédrale d'Amiens, la rose nord d'Amiens. Alors c'est aujourd'hui une rose flamboyante. Oui, mais regardez, si vous rentrez à l'intérieur, vous avez la structure dédoublée. Donc il y a eu, et surtout, vous avez l'entourage du haut de la rose qui subsiste, et qui a été comblé soigneusement. Et vous voyez que la rose a d'abord été une rose carrée, mais s'est dégradée et a été remplacée par autre chose. La rose sud, la rose sud, c'est vers la ville. La rose nord, vers la rivière. Elle n'a probablement jamais été construite, elle a été remplacée par autre chose. Tardivement, le modèle réapparaît, parce que moi j'estime que le modèle a été abandonné après Poissy, vers 1300, le modèle est abandonné. Mais on le trouve quand même au XIVe siècle, regardez, Saint-Ouen de Rouen. Saint-Ouen de Rouen, 2 exemples magnifiques, avec la structure de dédoublement à l'intérieur.
Un modèle abandonné, mais qui continue de faire rêver. Regardez, Bordeaux, Saint-André de Bordeaux. Alors, il n'y a plus les écoinçons évidés, mais l'intérieur, c'est une demi-travée qui délimite un panneau carré. Et puis surtout, celui que je trouve le plus magnifique, c'est Saint-Eustache, à Paris. Donc là, on est en plein XVIe siècle finissant, et il faut regarder, non pas vers les Halles, mais là, parce que là, vers les Halles, elle a été abandonnée, elle a été démontée, ce que personne n'a vu. On en a encore les traces sur le côté du panneau actuel. Et du côté nord, vous l'avez, regardez, avec les 4 écoinçons à côté, et surtout le voûtement très particulier sur une demi-travée qui permet de terminer la structure voûtée, de la terminer au carré, de manière à loger avec la rose. Ça, c'est l'exemple le plus tardif que j'ai retrouvé. Et finalement, qui et où? Alors les clés, je vous les ai déjà données. Saint-Louis, Guillaume d'Auvergne, Jean de Chelles. Tout se passe à partir de 1242. Le chantier de la construction de la Sainte-Chapelle. Le roi habite au palais en la Cité. C'est sa chapelle privée qu'il fait construire. Une grande discussion avec Alain Erland Brandebourg, où au pied de cette rose, nous disions, mais qui est le maître d'œuvre de la Sainte-Chapelle? Parce qu'on ne sait pas. Pierre de Montreuil, pour Erland, probablement pas. Je partage votre avis, parce que Pierre de Montreuil, maître des œuvres pour l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, oui, bien connu. Saint-Denis, oui. Mais la Sainte-Chapelle, le roi, à l'intérieur du palais, non, on ne sait pas. Jean de Chelles, c'est Jean de Chelles qui est maître des œuvres du roi. Au même moment où il est probablement en train d'achever sa rose nord sur le cloître Notre-Dame. Et le roi habitant dans le palais, vous imaginez le patron. Ah, il y a le monde ouvrier que je connais bien chez les tailleurs de pierre, faites-vous le dire. Ah oui, le patron chiatique. Il est là tous les matins pour voir si son chantier tourne. Et ça, bon, c'est pour rigoler que je dis ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une intimité de la pensée, du monde de la pensée scolastique entre l'évêque, le roi et le maître d'œuvre. Je veux que le carré dans le cercle soit visible de l'extérieur comme de l'intérieur. Et vous me le faites. Vous allez me dire, mais ce n'est pas ce qu'on voit. On a une rose, oui, on a une rose flamboyante. Et j'ai posé la question à Erland, à l'intérieur, il y avait votre collègue Perrault qui était là dans la visite. J'ai dit, dites donc, vous avez une idée de la structure, comment était la rose primitive avant son remplacement? Alors Erland fait, écoutez, c'était une rose gothique traditionnelle avec des palmettes, soit à 12, soit à 16. Je dis à 16 certainement. Il dit, vous avez des idées sur la question? Oui. Non, mais je ne vous les dirai pas. Je ne vous les dirai pas, j'attendrai un prochain colloque. Venez au colloque, je vous le raconterai. Et voilà. Comment le sait-on? C'est dessiné. C'est dessiné, regardez. Nous avons au milieu les traits régisseurs du duc de Berry, avec les 4 écoinçons qui apparaissent, et beaucoup plus détaillé. Donc c'est le modèle de la Sainte-Chapelle redessiné dans les miniatures de Jean Fouquet, qui est censé représenter, je crois que c'est le sacre de Dagobert, me semble-t-il, et tout le monde s'accorde à dire que la chapelle représentée est la Sainte-Chapelle. Et vous voyez, toutes les figurations qu'on a de la Sainte-Chapelle sont toujours sous le même angle. Il y a une raison, parce que c'est vu depuis la tour de Nesle. Il suffit de regarder un plan de Paris pour s'en rendre compte. Eh bien, regardez la rose qui est dessinée, la rose carrée, parfaite, avec les écoinçons vides, avec les 16 palmettes, vous l'avez. Et alors, malheureusement, là non plus, je n'ai pas la photo, mais nous avons la copie conforme de la Sainte-Chapelle, sauf pour les fers. C'est la chapelle axiale de Saint-Germain-de-Fly, dans l'Oise, derrière l'église, la belle église tradition romane gothique primitive. Vous avez la reproduction. Allez-y à l'intérieur, vous l'avez encore, la rose carrée. Elle est là. C'est la même qu'à la Sainte-Chapelle de Paris. Donc le modèle initial, c'est le palais en la Cité. Le détail que personne ne veut voir, je n'ai pas la bonne photo à droite pour vous le montrer, mais quand vous vous placez derrière la rose gothique flamboyant, vous l'avez la structure. Vous avez l'arcade détachée du panneau de la rose devant. Il y a toute la place pour installer une rose carrée, et ça, personne n'a jamais voulu le voir.
Et finalement, un modèle architectural parfait. Et oui, une pensée technique de l'innovation, mais tout ça basé sur de la scolastique. Finalement, qu'est-ce que pensent tous ces gens? Au début, on dit, bah oui, vous savez, c'est toujours plein de récits légendaires, les anges qui tiennent les voûtes, qui s'équaient pour empêcher de s'écrouler. Ben non, si ça tient, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Et nos grands chantiers ont été le laboratoire de constitution des lois de la physique. C'est comme ça, c'est par nos grands chantiers que ça a commencé. Et on n'en est pas au XIIIe siècle encore aux lois de la physique, mais on est dans les prémices d'une réflexion. Comment faire pour que ça tienne? C'est tout l'objet de notre colloque. Et je vous remercie. Et je dirais malgré l'INRAP.